Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin. Je vous prie d'excuser ma voix. Alors, j'ai appelé Diego il y a quelques jours. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Je ne sais pas si j'aurai une voix. Mais j'ai trouvé que c'était si important de venir que je suis là. Merci de m'accueillir à un symposium aussi important et surtout pour parler des inégalités qui ont toujours été le moteur de mon travail. Mais ce qui est intéressant aussi ce matin, c'est la dimension de Janusz Korczak. Écoutez, je connais Janusz Korczak depuis que j'ai 10 ans. Et pour moi, mon époux et ma famille, nous sommes tous des survivants de l'Holocauste. J'ai grandi à Melbourne, qui a une grande population donc de survivants de l'Holocauste. Et nous avions un groupe de jeunesse socialiste dont l'un des héros était le personnage de Janusz Korczak. Je suis donc ravi de pouvoir vous parler ce matin des inégalités pour les enfants. Hélène a très bien dit comment, même dans un pays riche, nous vivons de très graves inégalités pour les enfants. Ce dont j'aimerais vous parler, c'est cette idée donc des inégalités. Mais comme je suis australienne et comme en Australie, donc nous avons besoin de votre argent, je vais essayer de vous inviter à venir en Australie. Je vous convainc que vous avez ici l'Opéra de Sydney. Ça, c'est Melbourne. Melbourne, c'est comme Montréal. Alors, c'est une ville donc, qui ressemble beaucoup à Montréal. Vous allez vous sentir chez vous si vous venez ici. Nous avons de charmants animaux comme les koalas, les kangourous. Alors voilà, je voulais vous vendre l'Australie, c'est fait. Mais je voudrais commencer par une citation d'un groupe d'auteurs australiens. Et écoutez, je cite cela chaque fois que je prends la parole en public parce que cela explique ce que nous voulons dire. Et ça parle d'une société qui est bonne pour les enfants, qui s'engage dans les inégalités les plus petites qui affectent les enfants et qui veut que la grande majorité d'entre eux ait plus de chances possibles depuis la naissance pour avoir accès à la santé, à l'éducation et à l'épanouissement. Alors, pour parler de l'égalité, c'est là que les choses deviennent un peu mêlantes parce que nous parlons d'inégalité dans la santé, mais nous oublions que la réponse, ça n'est pas de donner des services égaux. Parce que si vous donnez des services égaux, je vous donne un exemple de ce que ça donne. Voici ce que ça représente en pratique pour les enfants. Ce sont les résultats donc de notre recensement. Donc, alors c'est comme le développement, l'indice de développement précoce. Et ce que vous avez donc sont les enfants les plus riches, donc et ceux qui ont eu donc de la maternelle. Mais la maternelle, c'est bon pour tout le monde, mais ça ne réussit pas donc à combler l'écart entre les riches et les pauvres. Alors, nous n'avons pas, au fond, abordé l'aspect justice sociale. Nous n'avons pas donné aux enfants en fonction de ce dont ils ont besoin. Nous avons donné la même chose à chacun. Et voici la situation en Australie. Donc, c'est à 2 ans. C'est l'une des rares diapos. Je peux vous montrer un peu d'égalité. Donc, c'est l'immunisation à 2 ans. Et vous pouvez voir que pour tous les différents, donc vous avez les enfants aborigènes. Alors, vous voyez, donc, il n'y a pas de différence. Donc, l'immunisation, donc, donne les mêmes résultats quand on fait les choses de façon équitable. Mais la réalité, c'est plutôt ça, ici. Et c'est là que nous en sommes en Australie. Je pense que c'est sans doute un peu vrai ici au Canada. Voici la situation sur le plan géographique. J'aimerais vous en parler un petit peu. J'aimerais vous parler des disparités sociales et de leur expression sur le plan géographique. Ce sont des résultats, encore une fois, de l'EDI pour Melbourne. Et vous pouvez voir donc un seul territoire géographique. Vous pouvez voir comment les inégalités au niveau du développement des enfants s'expriment donc, dans ce territoire. Voici un autre domaine que vous connaissez, c'est l'île de Montréal, n'est-ce pas? C'est vos résultats au niveau du développement précoce et vous pouvez voir comment ces différences au niveau du développement des enfants donc, s'expriment sur Montréal. Les inégalités donc, géographiques sont le défi que nous essayons de relever. Il ne s'agit pas simplement de les mesurer, il faut essayer de les corriger. Alors partons donc de l'écologie de l'enfance, vous connaissez tous ça déjà.
Mais je veux vous rappeler que l'endroit où vous vivez change vraiment quelque chose de fondamental. Alors partons donc de cette approche sociétale. C'est un rapport qui vient de l'OCDE l'année dernière, qui parle des inégalités dans les grands pays. Alors nous y sommes, vous y êtes aussi. Voici l'Australie qui est dans le premier tiers. Alors, il semble que les inégalités au niveau du revenu s'aggravent. Nous revenons aux années 30 quand il s'agit de l'inégalité des revenus. Et pour la pauvreté infantile, c'est la même chose. Ici, le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ça va quand même mieux. Et voici les États-Unis. Donc, les États-Unis ont de la difficulté sur différents plans. Et voici le Canada, donc pas si bien quand même. Donc l'endroit où vous vivez, on peut parler de quartier, mais même le pays où vous vivez, eh bien ça change quelque chose si vous êtes un enfant. Alors parlons maintenant du niveau communautaire. C'est ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui. C'est l'objet de ce rapport formidable. C'est extraordinaire que vous ayez l'attention des médias, même s'ils ne présentent pas toujours les choses comme vous le feriez, mais c'est quand même formidable que les médias parlent de ces choses. Alors je vais vous présenter 2 projets sur lesquels nous avons travaillé. Le premier, c'est l'étude sur les enfants dans la collectivité qui essaie justement d'étudier ce dont parlait Diego. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui change quelque chose dans votre vie dans l'endroit où vous demeurez et qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Alors, nous avons donc, encore une fois, cette étude que nous avons faite en Australie sur le développement précoce des enfants. Nous l'appliquons dans tout le pays et nous l'avons fait 3 fois, en 2009, en 2012 et en 2015. Cette étude nous parle du développement des enfants dès qu'ils sont très jeunes. Et ce que cela montre, nous avons essayé de comprendre cette idée que l'endroit où vous vivez change quelque chose. Mais il y a vraiment des perles qu'on a trouvées ici, ce qu'on appelle les diagonales positives. Alors, on dit bien, naturellement, si c'est un quartier pauvre, les enfants réussissent mal. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous avez des quartiers pauvres où les enfants réussissent? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à propos de ce qui se fait dans ces quartiers-là qui permettent aux enfants de s'en sortir? Qu'est-ce que nous pouvons... C'est pourquoi nous avons lancé ce projet pour essayer de comprendre justement les perles, ces endroits où les enfants font beaucoup mieux que ce qu'on pourrait attendre. Et pour faire ça, nous nous sommes dépassés parce que très souvent nous parlons de statut socio-économique, un peu comme on parle d'autres choses. Dans notre étude, nous avons examiné ces autres facteurs communautaires et nous sommes allés voir quel est le milieu que nous pourrions étudier pour expliquer ce qui permet aux enfants de mieux réussir. Et nous avons disposé autour de la famille, ensuite de la collectivité, pour voir quels sont ces secteurs. Alors, c'est un peu trop petit. Alors, voici, vous les retrouvez ici. Nous avons parlé de l'environnement construit, de l'environnement social. Bien sûr, il y a le socio-économique qui est important, les services et la gouvernance. Et ici, vous avez ces indicateurs que nous voulons mesurer. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les choses que nous pouvons changer. Quelles sont les choses qu'une politique peut modifier? Parce que comme ici, on dit qu'il y a de plus en plus de collectivités qui veulent changer leur situation et nous voulons leur donner des outils qui changent vraiment les choses. Pas seulement des outils dont on pense qu'ils pourraient changer les choses, mais des choses dont on a prouvé qu'ils sont efficaces. Alors... Mais ce n'est pas toujours simple de confirmer tout cela. Nous avons fait cette étude dans 25 collectivités locales, 12 qui sont plus importantes. Alors ça, c'est l'Australie. C'est un peu la taille du Canada, mais il n'y a que 24 millions d'habitants qui vivent surtout dans la partie orientale. Et là, dans l'ouest, c'est ce qu'on appelle le désert. Alors, je n'entre pas dans les détails de ce tableau, mais je voudrais souligner que nous avons utilisé des méthodes qualitatives et quantitatives. Et je vous le dis parce que très souvent, nous nous engluons dans les données que nous avons déjà. Et ça ne raconte qu'une partie de l'histoire. Et nous allons certainement parler des limites des données que nous avons.
Le problème des données, c'est que ça ne dit pas toute l'histoire et pour certaines collectivités, il était vraiment très important de comprendre toute l'histoire. Donc, nous avons fait beaucoup d'études qualitatives pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Et si vous êtes des chercheurs, des chercheuses en sociologie qualitative, eh bien, vous comprenez donc nous avons eu 50 groupes de discussion avec des parents, des intervenants. Donc, on a eu 136 interviews. Et si vous faites ce travail, eh bien, ça veut dire beaucoup de transcriptions, beaucoup de travail. Et nous avons aussi des documents de politique que nous avons analysés. C'est important parce que si on ne demande pas aux gens qui vivent là, qui travaillent là, pourquoi ils pensent que leur communauté fait mieux que d'autres, eh bien, nous n'aurons jamais la réponse parce que les données, les chiffres ne vous diront jamais ça. Donc, ce sont les conclusions préliminaires que j'aimerais vous présenter tout d'abord. Eh bien, dans ce domaine social, bon, je saute les détails, mais ce qui était intéressant, dans les secteurs où on réussit mieux, il y a deux grandes choses. D'abord, il y avait un sentiment d'être stigmatisé. Donc, alors, j'espère que les interprètes savent ce que c'est qu'être stigmatisé. Et deuxièmement, il y avait un sentiment de collectivité, un sentiment communautaire. Alors, le fait de se sentir stigmatisé leur a donné une identité communautaire. Et la deuxième chose, eh bien, c'est l'importance de l'environnement construit, en particulier la qualité des parcs et des établissements. Et plusieurs parents donc, nous ont parlé en détail de cela. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire quelque chose à propos des parcs et des établissements qui sont construits. Ensuite, nous avons examiné nos données quantitatives et on a regardé beaucoup de statistiques. Nous avons fait un sondage de 1000 personnes dans chacune des 25 collectivités que nous avons étudiées, avec un taux de réponse terrible. Donc alors, ne vous lancez pas là-dedans. Les sondages des collectivités, ça ne marche pas vraiment très bien. Mais nous avons examiné aussi le système d'information géographique. C'est une façon donc de faire se croiser les sources d'information. Alors, les résultats au niveau du développement des enfants, alors, encore une fois, pour l'environnement construit, ce qui est bien sont des choses que nous pouvons faire, des choses que les politiciens peuvent vouloir faire par opposition à ce que les philanthropes peuvent faire, mais des choses qui vont vraiment changer la situation des enfants. Et quand nous avons examiné nos données quantitatives, ce qui était intéressant, c'est que ce qui est ressorti de façon quantitative, encore une fois, c'est ici, au niveau donc du domaine physique, le fait qu'il y ait des parcs, qu'il y ait au fond la possibilité de pouvoir avoir des milieux familiaux qui soient proches des services et le fait au fond d'être en contact avec la circulation, la collectivité. Alors, donc j'aurai toutes sortes d'histoires à vous conter par rapport au lien entre l'environnement construit et l'environnement social et comment cela permet aux gens donc dans différents milieux. Rappelez-vous donc, on parle des... C'était tous des milieux qui étaient pauvres, mais l'un fait beaucoup mieux que l'autre. Et pour nous, c'était fascinant de voir qu'il y a des choses qu'on peut vraiment faire pour favoriser le développement précoce. Alors, je veux donc signaler mes collaborateurs et collaboratrices. C'est une équipe multidisciplinaire et on ne peut vraiment pas faire en sorte qu'une seule profession puisse faire ce genre de travail. Il faut que l'approche soit multidisciplinaire. La deuxième chose, alors vous avez tous les partenaires que je tiens à signaler. Donc, nous avons des partenaires canadiens, vous voyez ce qui est bien. Et en plus, nous avons aussi des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux autour de la même table. Alors moi, ce n'est pas une recherche que je fais dans ma tour d'ivoire. Je veux travailler avec les gens qui vont utiliser les résultats de ma recherche. C'est eux qui vont changer les choses. Mais j'aimerais maintenant aller plus en profondeur et vous parler des services parce que fondamentalement, plusieurs d'entre vous, donc, vous êtes des fournisseurs de services. Et j'aimerais passer donc au niveau suivant, celui de l'enfant et de la famille. Bien sûr, l'endroit où l'on vit, ça change quelque chose, mais ça change quelque chose pour l'enfant. Et j'aimerais vous parler de ce projet que nous avons, un petit projet qui est né du fait que plus je vieillis, plus je deviens impatiente. Et le problème, c'est que vous voulez que des choses se fassent. Et ce que j'ai compris, c'est que nous devions faire beaucoup plus avec ce que nous avons déjà. Il ne suffit pas de dire, donc, il faudra avoir plus de services, il faudra avoir plus de ressources, plus d'établissements. Alors, nous avons lancé l'idée donc de redistribuer, au fond, les cartes. Alors, James Hickmore est un économiste et qui disait, donc, si on pouvait, donc,
faire ce que nous faisons déjà, mais en le faisant vraiment bien et de façon plus équitable pour les quartiers pauvres. Et par exemple, les soins prénataux et l'éducation précoce et les 3 premières années d'école. Donc, c'est sans doute la plus grande intervention en santé publique que nous ayons. Si nous pouvions donc faire cela beaucoup mieux et si nous pouvions donc les faire en ciblant donc des publics cibles et si nous pouvions avoir donc une approche auprès des parents qui soit bien calibrée. Dans notre pays, ces 5 choses existent pratiquement dans toutes les collectivités. Et non, pas nécessairement de façon brillante, mais elles existent. Alors, si nous pouvions donc, en ajoutant donc la qualité, la quantité et le niveau de participation qu'ils devraient avoir en principe. Donc, nous avons une très grande tolérance pour la médiocrité en Australie. Donc, nous faisons les choses comme ci, comme ça passe. Et si nous voulons donc corriger les inégalités, pour renverser cette attitude, utiliser les ressources que nous avons pour pouvoir vraiment faire tout ce que nous faisons en ayant ce souci de l'égalité. Et voici, donc vous avez des cartes qui vous indiquent donc est-ce que c'est un problème de quantité ou est-ce que c'est un problème de qualité? Ou alors là, c'est une autre intervention politique qui s'impose. Ou alors parfois, donc, c'est une question de rayonnement, il faut rejoindre au niveau très local le besoin. Alors, comment donc fournir aux gens l'information dont ils ont besoin pour changer des choses? Parce qu'encore une fois, l'endroit où vous vivez change des choses pour les enfants. Alors, quelle est l'information dont vous avez besoin comme collectivité pour pouvoir changer la situation des enfants? Et comment renverser cette espèce de préjugé en faveur de la médiocrité pour dire, écoutez, non, pour tous ces enfants donc, vous êtes tous des gens qui sont passionnés par les enfants, mais il faut nous demander comment faire en sorte que le système que nous avons déjà fonctionne mieux pour eux, parce qu'actuellement, il joue contre eux. Alors, j'aimerais terminer avec 2 diapos. Voici la première. Alors, c'est l'impression que nous avons tous et toutes. Là, je pense que c'est comme ça que vous vous sentez aussi. Mais j'aimerais nous rappeler pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là. Et alors, évidemment, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures, mais ça, c'est une citation de Gabriela Mistral, qui est une poétesse sud-américaine qui a gagné le prix Nobel et qui dit « Il y a bien des choses dont nous avons besoin qui peuvent attendre, mais l'enfant, non. C'est le temps où ses os se forment, où son sang se forme, où son esprit se développe. On ne peut pas lui dire demain. Le nom de l'enfant, c'est aujourd'hui.